Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié pour vous Jules Léandre Kitty. Il est analyste politique et chroniqueur politique. Il sera face à Arimi Choubadé, directeur général du quotidien Le Nokwe. Avec eux, nous essayerons de commenter l'actualité sociopolitique au Bénin, notamment les tractations politiques observées au sein de la classe politique, notamment la transhumance politique. Nous parlerons également des échanges de la Commission électorale nationale autonome Sénat cette semaine avec les organisations de la société civile, la classe politique et les ministères impliqués dans l'organisation du scrutin prochain. Nous parlerons également du vote de la loi qui consacre légalement au président de la République la prérogative de sursoir une peine privative de liberté. Nous parlerons également de la Cour spéciale dont la loi a été votée pour lutter contre la mafia foncière. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage du jour, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Akpakpa et Gbedjouromédé, dans la ville de Parakou, la ville d'Abomey-Calavi. Juste après cette pub, on se retrouve pour le décryptage. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjouromédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Julien Kitty. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les amis internautes. J'allais vous dire, quand vous me présentiez, que c'est bon de dire analyste politique, mais c'est bon, ou chroniqueur politique, mais c'est bon de dire aussi que... Vous êtes désormais acteur politique aussi. Oui, que tout au moins ma proximité avec une chapelle politique soit dite par vous. Parce que quand c'est pas dit, moi je ne trouve aucune gêne à cela. Parce qu'on me verra ailleurs dans d'autres postures. On pourra me voir dans la posture de porte-parole de l'UDBN ailleurs. Mais c'est clair, et ça c'est important de le préciser à nos amis qui nous suivent, parce qu'il y a certains que ça offusque parfois. Ma compréhension que j'ai, ma modeste connaissance que j'ai de la profession de journaliste, c'est que lorsque vous voulez faire une production du genre, quelqu'un peut avoir plusieurs casquettes, mais vous le présentez beaucoup plus sous la casquette pour laquelle vous l'avez convié. Voilà, tout à fait. Mais tout le monde sait qu'il a d'autres casquettes également. Julien Kitty est également porte-parole de l'UDBN. Bon, et là, maintenant, à préciser que je ne suis pas là en tant que porte-parole de l'UDBN. Donc, si je suis là en tant que porte-parole de l'UDBN, ça veut dire que j'ai été mandaté par l'UDBN pour venir répondre d'un certain nombre de questions au nom de l'UDBN. C'est important de le préciser. Hein. Merci à vous. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Kader. Directeur général de l'ONOKWE. Journaliste, je ne suis pas directeur général. L'ONOKWE est directeur général, rédacteur en chef. Moi, je suis journaliste plus vers la retraite, même que très actif. Journaliste plus... Non, je ne vous permettez, Kader, oui. Faisons le procès de Arimi Choubadé sur le plateau. Il n'en pourra rien. Il va en souffrir, mais il ne pourra rien. Il ne nous a pas invités.
entre-temps pour nous dire qu'il n'est plus directeur général ou directeur de publication de l'ONOCO et que même il prépare sa retraite. Ça se fait, ça. Maintenant, déjà qu'il accepte au moins sa proximité avec le NOCOE, ça veut dire que le NOCOE que moi je veux voir un peu plus régulièrement dans les kiosques ou sur les réseaux sociaux au moins, qu'il promette, qu'il jure que sa plume ne nous manquera pas, parce que dans notre profession, c'est encore la profession où à n'importe quel âge, après n'importe quel nombre d'années, on peut toujours continuer comme du bon vin, bonifier, apporter sa contribution à la nouvelle génération. Arimi Choubadé. Non, il n'y a pas. Je ne crois pas que vous ouvrez le débat autour du sujet. Non, on peut requérir votre réaction. Non, la retraite, ce n'est pas la mort. Voilà. Rien ne m'empêche d'écrire une chronique de temps en temps, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne veux pas que ça s'éternise. Ça s'éternise, justement. Alors, Arimi Choubadé, je commence par vous. Vous êtes professionnel des médias, vous observez un peu les tractations politiques en vue des prochaines élections législatives au Bénin. Quel est votre décryptage de cette situation politique? Encore que le mot politique, quand on l'applique au Bénin, bon, c'est abusif. C'est vrai que la nature a du vide, donc ce qui se fait, on appelle ça la politique. Sinon, ailleurs, je crois que les gens se servent de la politique pour régler les problèmes de la société. Bon, ben ici, je ne sais pas très bien quel problème nous arrivons à régler avec ce que vous appelez tractation. Et en fait de tractation, je ne sais pas, j'observe comme tout le monde, je ne vois rien venir de façon précise. Hein. Je ne vois pas des gens qui se disent, moi je suis le candidat aux élections, je vais y aller. Nous avons les partis privés du président, ce qu'on appelle les PPP, qui font un peu de... Il y a la valse, la politique, la chaîne musicale. Qu'est-ce que vous avez à affirmer que c'est des partis privés? Ils sont... je ne sais pas si vous avez anticipé un peu sur les choses. Vous savez très bien qu'on a vu la même personne présider le bureau politique de plusieurs partis politiques, enfin, au moins 2 partis politiques, surtout qu'entre-temps, il y a ces 2-là qui sont en train de capter beaucoup d'autres actuellement. Hein? Si ça ne vous suffit pas pour que vous compreniez que ces partis sont nés de la volonté d'un homme qui en fait ce qu'il veut. Et je suis sûr que dans l'évolution des choses, vous allez comprendre vous-même que bon, c'est finalement lui qui a le dernier mot. C'est finalement lui qui a le dernier mot selon vous. Est-ce que la pensée est partagée par Julien Kitty? Quelle pensée? Puisque votre question était partie pour avoir son avis sur les tractations qui se font à la veille des législatives. Et ensuite, il y a eu de la fixation sur le concept. Je ne sais pas si je l'ai entendu non, une fois. Non, le débat n'est pas dedans. Bon, non, vous vous rassurez, il n'y a pas eu de débat dedans. Il n'y a pas eu. C'est ça qui me frustre. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas frustré. En fait, le concept, je ne l'avais pas entendu. Je ne croyais pas l'avoir entendu. Et c'est tellement... Les partis privés du président. Non. Bon, avant, moi, je connaissais partenariat public-privé. Oui, c'est la même chose. Et PPP. Et ça, c'est dans le secteur économique, dans les affaires, dans le développement. Bon, maintenant... Qu'on a mené dans la politique. Bon, ça, je n'étais pas... Vous êtes tous sur la même ligne que moi, il n'y a pas de souci. Oui, je suis d'accord. Mais je suis en train de faire l'aveu que il m'a manqué de vigilance pour avoir cette information, pour savoir qu'il y a eu un laboratoire qui a sorti ce concept-là, la version politique de ça. Maintenant... Est-ce que selon vous, ces 2 partis politiques sont des partis privés du chef de l'État? Non, je ne suis pas prêt... pas parler du chef de l'État. Hein. Non, je ne suis pas prêt à utiliser cette expression. Et je voudrais dire à M. Choubadé qu'il n'aura pas besoin de dire le chef de l'État, puisque le dernier P qui, dans son concept, est président. Ouais. Je ne sais pas, bon, à moins qu'il soit en train de dire, comme il y a beaucoup de gens qui ont le titre de président dans le pays, il faut préciser président de quoi. Mais je pense qu'on comprend qu'il est en train de parler du chef de l'État. Donc, bref, cela n'est pas le problème. Un parti politique n'est pas des sans choses privées. C'est une organisation, c'est une machine associative, mais elle est publique parce que sa mission même est publique. C'est l'animation de la vie publique et politique, c'est la formation de citoyens, c'est la formation de ses militants à contribuer à la gestion, à la bonne gestion de la cité et après à travailler
à conquérir, exercer le pouvoir. Mais en tant que tel, ça ne devrait pas être une affaire privée. Maintenant, une organisation, encore plus une organisation politique, a forcément un dirigeant. Et en termes de dirigeants, vous avez des gens qui sont statutairement à des postes donnés, à des postes à la tête des instances dirigeantes du parti. Après, vous pouvez, puisque nous parlons leadership, vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas statutairement à la tête de certaines instances et tout, mais qui ont des influences sur ces partis politiques-là. Et ces influences peuvent être suffisamment fortes à un moment donné, au point d'amener le commentateur, l'analyste à dire, ben, tel parti est sous influence de tel autre. Maintenant, on sait par exemple que le président de la République qui est là, et comme tout président de la République d'ailleurs, a envie quand même, en plus d'être président de tous les Béninois, puisqu'il y a des opposants qui sont là, qui eux ont pour ambition donc de lui prendre le pouvoir, même si ce n'est pas les urnes. Donc de proposer une alternative et donc de critiquer son action. Lui, il a besoin d'avoir également sa machine politique, donc ses partis politiques, ceux ou ses partis politiques qui soutiennent son action, qui l'accompagnent, qui, de façon éclairée, d'autres, c'est un choix, de façon, à l'aveuglette, chacun est responsable de ce qu'il fait. Et comme la loi n'interdit pas qu'il y ait des partis politiques qui affichent leur soutien au président de la République, et quand on constate que certains partis politiques sont nés, d'accord, officiellement à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon et soutiennent son action, on peut donc se permettre dans l'analyse de dire que ces partis-là sont des partis qui le considèrent comme on le dit dans notre jargon ici, vulgairement, leur leader charismatique. Mais de là, les appeler partis politiques privés du président. Privé, ça veut dire que le président peut en faire ce qu'il veut, il ne demande rien à personne. Alors que lui-même l'avis n'est pas partagé. Non, lui-même, Arimi Choubari dit que il est arrivé que la même personne préside des réunions politiques de plusieurs partis politiques. Bon, ça montre que ces partis sont liés à lui et à sa gouvernance. Mais s'il concerte des gens, ça veut dire que tout au moins, il leur demande leur avis sur certaines choses. Ils discutent. Donc, ils ne se lèvent pas pour prendre une décision à leur place. La preuve, ceux qui exécutent ces décisions-là aussi prises sont des gens réfléchis. C'est tellement qu'ils trouvent que ce que le chef de l'État leur suggère parfois, les orientations qu'il leur donne, ces orientations sont bonnes pour eux. Et puis, ça avance. Si elles ne sont pas bonnes pour donner le bon résultat, ces partis politiques, et ça je peux vous l'attester, savent également parler au chef de l'État qui les écoute. Alors, Arimi Choubadé, tout à l'heure, vous étiez en train de parler, on parlait de tractation politique, on parlait un peu de la transhumance politique. On a constaté que à quelques mois de ces élections législatives, des acteurs politiques ont commencé par soit quitter l'une de ces formations politiques pour une autre, ou carrément on apprend des retraits. On a vu le cas de l'UDBN, sûrement Kitty va se prononcer dessus tout à l'heure. On a vu également des partis politiques constitués qui ont décidé de se fondre dans un autre parti politique. On a parlé de fusion, absorption par-ci, par-là. En tant que chroniqueur, quelle est votre lecture? Non, enfin, c'est une pagaille, ce qui s'observe aujourd'hui. Pour vous, c'est une pagaille? On a tué pour la réforme du système partisan. On a tiré sur les Béninois. Et à chaque élection, le pays a l'impression de prendre une embardée qui pourrait peut-être se transformer en situation très difficile. Et on a fait tout ça. En plus de ça, on a décidé chaque semestre de prendre nos impôts et de les donner en cadeau. Je pèse mes mots. En cadeau à ces partis politiques, parce que justement on disait qu'on ne veut plus voir ces genres de situations. Et c'est maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a fait tous ces sacrifices, qu'on observe que, bon, un matin, tel a quitté pour aller à tel endroit, tel a quitté pour aller... Et on nous disait que non, c'est parce que cela existait qu'on est allé à la réforme du système partisan. Et maintenant qu'on est allé à cette réforme, avec tous les sacrifices, ici, on ne va pas les énumérer ici, on ne peut pas vous compter ici toutes les situations qui ont mis le pays en danger, et qu'on a fini de faire tout ça pour assister au spectacle auquel on assiste aujourd'hui. Et moi, je me réservais de donner des appréciations sur les partis politiques auparavant. Hein.
Mais dès que mes impôts ont commencé par leur être attribués en guise de cacahuètes chaque semestre, je me sens obligé de réagir. Parce que dans le même temps, vous avez des situations de fonctionnaires qui ont travaillé, qui ont fait ou même des opérateurs qui ont fait des prestations et qui sont en attente d'être payés depuis des lustres qui ne le sont pas. Dans le même temps, on donne rubis sur ongle à des gens qui, en réalité, chaque matin, font de l'administration. Vous n'avez pas de lisibilité. Parce que je disais au début que si on parle de politique ailleurs, c'est avec la politique qu'on règle les problèmes de la société. Est-ce qu'on va entendre, pour vous, la réforme du système partisan a été un échec? Non, écoutez, ça c'est juste un aspect. On peut rentrer dans d'autres aspects qui montrent... Mais si c'est une réforme qui va faire couler du sang, ça veut dire que c'est même pas nécessaire. Je ne parle même pas d'échec. Enfin, je ne veux pas sortir des gros mots ici, mais c'est pour vous dire que on ne peut même plus faire un bilan de cette... Il n'y a même pas eu de réforme. Parce que je dis, une réforme sans doctrine, c'est une humeur. C'est-à-dire, on a vu nulle part parce que quelqu'un dit il y a trop de partis politiques. On a toujours dit trop de partis politiques gênaient qui? Est-ce que parce qu'il y avait trop de partis politiques, les gens s'entretuaient au Bénin? Ou qu'il y avait des tensions régulières? Et qu'aujourd'hui, tout cela a disparu? C'est la question qu'il faut se poser après 30 ans de sacrifice autour d'une démarche politique ou politicienne qui a abouti à ce que nous observons aujourd'hui. Hein, c'est pratiquement... aujourd'hui, quand on veut parler du Bénin, on parle beaucoup plus de recul. C'est-à-dire que grâce à ce système, nous sommes dans le recul sur plusieurs plans. Les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, tout ce que vous savez, hein, où on enchaîne, et même sur le plan de développement, tout simplement. Hein, on a vu le rapport du PNUD sur le Bénin il y a quelques semaines. Hein, on semble sur le recul en plusieurs choses à la fois. Et c'est parce qu'on a décidé de faire cette réforme-là. Bon, maintenant, si c'est bon pour certains, il n'y a pas de problème, on continue. Jusqu'au moment où eux-mêmes, à un moment donné, ils diront, bon, on peut arrêter. Sinon, bon, moi, ça ne me gêne pas qu'on continue. Julien Kiti, vous avez suivi Arimi Fibadé qui a commenté la réforme du système partisan. Est-ce que pour vous, tout ce qui a été fait n'était pas fondé? Je voudrais d'abord le soutenir sur quelque chose. Et qui ne devrait pas être une affaire... c'est vrai, elle doit être individuelle, mais elle doit devenir... nos individualités doivent se mettre ensemble pour que ça devienne une cause collective. Il dit, dès qu'il a senti que lui, ses impôts sont en train d'être... Bon, je ne vais pas utiliser les mêmes mots pour dire que c'est donné en cadeau ou en cacahuète. En cacahuète, genre. Non, moi je ne dis pas ça parce que le financement public des partis politiques, c'était quelque chose de prévu. D'accord? Et vous savez, tout ce qui était dans la Constitution du 11 décembre 1990, hein, celle qui a précédé la Constitution modifiée, n'était pas appliquée. Et on avait l'un des problèmes que l'arène politique béninoise avait, c'était l'hégémonie un peu trop forte, un peu trop nuisible des leaders des partis politiques sur ces formations politiques-là. D'accord? Parce que le leader du parti était le seul à financer le parti. Et donc à assujettir tout le monde. Alors, donc, ça fait que les gens n'avaient pas l'habitude de cotiser. Ensuite, le rôle d'un parti politique est une action d'utilité publique. Et donc, si une seule personne peut décider, c'est que le jour où celui-là décide contre l'intérêt général, les autres seront obligés de suivre, alors qu'un parti politique doit œuvrer pour l'intérêt général. Donc, que le financement public des partis politiques devienne une réalité, c'est très bien. Qu'on cherche à avoir... Donc, c'est pas un gaspillage? Non, c'est pas un gaspillage. C'est pas un gâchis? Tout est sur le principe, mais tout est dans l'usage qui est fait après du financement. Tout est dans la manière dont on sélectionne les partis pour être éligibles à ce financement public-là. Je me rappelle au dialogue politique de 2019, on avait soutenu, défendu, nous, qu'il y ait, vu que ça commence à s'installer, le financement public, il y a une mesure transitoire, par exemple, parce que les conditions qui sont données aux partis politiques, avant la participation aux consultations électorales, il y a l'animation de la vie publique, l'éducation des populations, d'accord? La contribution au débat politique sur les questions de développement. Mais il y a beaucoup de partis politiques qui le font
sans bénéficier du financement public des partis politiques. Les règles, les critères les plus essentiels finalement ont été les critères de résultats obtenus aux consultations électorales, nombre de députés, nombre de maires. Nous, on avait suggéré que il y a une transition pour que, parce que le parti politique qui n'a pas encore eu d'élu peut être champion dans l'animation de la vie publique, dans l'éducation, la formation et tout, des peuples et des militants, et pouvoir donc en bénéficier, lui permet donc de fonctionner de façon davantage idéale et de pouvoir être à même, pourquoi pas, de lever des sièges, beaucoup de sièges d'en arriver là. Bon, mais dans la vie, une réforme est par essence une option qui peut être subjective. C'est-à-dire que quand vous faites une réforme, ça veut dire que vous voulez changer des règles de fonctionnement. Il y a forcément des gens qui sont pénalisés. L'essentiel, c'est de voir est-ce que le grand nombre en bénéficie. Maintenant, sur le résultat, en fait, ce qui s'est passé, la réforme du système partisan, telle que impulsée par le président Patrice Talon, pour moi, si vous retournez aux discours qui ont précédé donc cette réforme-là, vous allez voir que le regroupement, l'envie d'avoir moins de partis politiques, donc d'avoir des partis politiques forts, ce qui nécessite le regroupement de beaucoup d'autres partis, oui, pas trop forts, n'était pas le seul objectif de la réforme. Il y avait quoi d'autre comme objectif? J'ai dit, il y a des questions idéologiques, les partis doivent retourner vers ça. Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, ces questions sont les partis politiques là mettent la politique au service du développement, d'accord? Donc que les questions de survie qui se posent aux populations soient au cœur des préoccupations des partis politiques. Donc que les partis politiques donnent leur point de vue. Et à leur sein, est ce que j'appelle les cercles de qualité, c'est-à-dire dans les partis politiques, il n'y a pas que des gens pour haranguer la foule, aller faire les meetings. Vous avez des équipes techniques pour réfléchir sur des questions données, de l'expertise, des groupes techniques pour travailler là-dessus. On dit cherté de la vie, il y a des spécialistes de ça. Les questions économiques, là, il y a des spécialistes de ça. Mais il se fait que ceux-là, dans beaucoup de partis politiques, n'ont pas pion sur rue. On se met ensemble et vous écoutez les gens. Moi, j'ai eu plusieurs membres de plusieurs partis politiques dans des débats contradictoires. Et j'entends des gens dire, ils disent deux choses très graves. Premièrement, on donne l'impression que la réforme du système partisan, là, on dit être avec le chef de l'État, mais on lui donne l'impression que la réforme du système partisan, là, c'est pour lui. C'est le chef de l'État qui a initié sa chose et il dit n'importe quoi là. Il dit n'importe quoi. Non, c'est pas que le chef de l'État ne dit même pas n'importe quoi. Parfois, il demande l'avis même des gens sur certaines choses et les gens refusent de donner ses avis. Ils n'ont pas le courage de donner ses avis et ils s'empressent de dire n'a qu'à dire seulement. Et ils vont faire. Deuxième chose, ils estiment qu'il suffit de se regrouper. De dire que on a notre parti là, il y a 1000 partis qui se sont réunis pour être dedans. 2000 partis qui sont réunis pour être dedans. Ok. Quand vous mettez ensemble pour dire que vous voulez être fort, comme ça a été le cas. Ensemble on est fort. Oui, quand vous avez été, ça a été le cas de l'UDBN, du BR par exemple. Vous entendez des leaders politiques venir à la télé dire que une fois que vous êtes ensemble là, vous là, vous êtes avec nous, c'est fini. Ce qui se passe à l'intérieur après, ne posez pas de questions. Que les clauses de votre accord soient respectées ou pas. Est-ce que ça fonctionne, on concerte les gens ou pas? Rien. On est ensemble. Pourvu qu'on dise qu'on est ensemble, on supporte, on est ensemble. Là, le chef de l'État va être content de nous. C'est pas ce que le chef de l'État veut. Je reviens. Donc c'est parce qu'on a fait fixation sur ça. Par rapport au cas de l'UDBN. Dit finalement, moi je ne vois pas Arimi Choubani en train de dire que il n'y avait aucun défaut au système politique d'avant. Le fait qu'il pouvait avoir 1000 partis. Moi, j'étais également de ceux qui se disaient le principe de la sélection naturelle, la sélection darwinienne, est connu de tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, avant, même s'il y avait 1000 partis, 1000 partis ne se retrouvaient pas à l'Assemblée nationale. Donc, ils allaient à la compétition. Et maintenant, moi, j'étais pour qu'on élimine l'histoire des alliances. Où les alliances, les gens se mettent ensemble, ils vont aux élections. Dès qu'ils finissent, chacun reprend son député, il s'en va. Mais il faut permettre, dans les regroupements là, que les gens se regroupent parce qu'ils épousent les mêmes idées sur un certain nombre de plans. Ils se mettent ensemble parce qu'à l'intérieur, on responsabilise les gens et le parti fonctionne de façon participative. Mais les gens disent non, restons ensemble, disons au chef de l'État que nous sommes 1000 ensemble, c'est fini. Et le chef de l'État aussi, n'étant pas con, il sait ce que les gens font. Et il sait donc qu'il est en train de le tromper. Et c'est ça que vous observez dans les mouvements qui se font là,
où on démissionne par ici, on va là-bas, on démissionne par... Personne. Vous avez entendu quelqu'un parmi eux dire alors, la raison pour laquelle il a démissionné là. Parlons de démission, parlons de retrait. Puisque nous parlons de transparence politique, il y a un moment que nous avons observé à la veille, ou bien en cette veille de ces élections-là, le mouvement législatif de janvier prochain, nous avons vu l'UDBN quitter le BR, nous avons vu également le PRD adhérer à l'UP Le Renouveau en grande pompe. Comment vous avez apprécié ces faits-là? Non, vous avez l'opportunité d'avoir le porte-parole de l'UDBN sur le plateau. Et vous me demandez de vous dire, bon, le PRD, vous dites aller vers l'UP, mais c'est le contraire que moi j'ai vu, enfin, dans la déclinaison du processus. Et on a la chance aussi d'avoir quelqu'un qui peut bien nous parler du PRD. Non, pas du PRD. Bon, je vous disais... je vous sais par exemple, et ça vous l'avez souvent assumé, et ça, il n'y a rien de gênant en cela. On sait que vous êtes un très grand ami au président Adrien Ngouédji. Ce qui est un honneur pour moi. Voilà, donc ça, pour quelqu'un qui a été conseiller, ou je soupçonne même qu'il le soit toujours. Conseiller technique à la communication. Très bien, oui, mais quand vous avez été conseiller politique. Non, mais un conseiller technique à la communication, je le dis sous votre contrôle, vous êtes mon aîné. La communication est d'essence hautement politique d'abord. Pas la politique politicienne telle qu'on le dit, parce que à des moments donnés, vous faites partie des conseillers que le chef que le président Ngouédji consulte le plus. Tout part de la politique. Voilà. Hein? Si on voulait faire de la politique, vous savez ce qu'on fait au Bénin. Hein? Si vous voulez, on est censé faire la politique. Il y a la politique du sport, il y a la politique de la médecine, il y a la politique. En toutes les matières, on doit pouvoir y aller par la politique. Sauf, bien entendu, au Bénin, où nous n'avons pratiquement aucune solution à aucun problème. Hein? Ça, c'est une parenthèse. Et donc, même la communication, si vous voulez, c'est de la politique. Oui. Mais ce n'est pas pour placer UP dans PR ou dans PR dans UP. Hein? Bon, c'est pour vous taquiner. Non, le président vous a fait des confidences par rapport à comment ça se passe. Non, moi, je n'assiste pas aux messes basses. Je ne participe pas aux audiences du président avec ses partenaires politiques. Je ne sais pas ce qui se passe et je n'écoute pas aux portes. Hein? Pour revenir un peu en arrière, pour dire que le financement public des partis politiques, c'est fondamental dans une démocratie. C'est un discours que j'ai tenu depuis plus d'une dizaine d'années. Le financement public des partis politiques. Mais ce n'est pas ce qui s'observe aujourd'hui. Et c'est faux de croire que l'État ne donnait pas de l'argent aux partis politiques avant l'avènement de la rupture. Ne serait-ce que 5 millions par député chaque année que l'État béninois accordait, qui était pour les partis politiques en réalité, pas pour le député en tant que tel. Et les partis très organisés, d'ailleurs, s'organisaient à l'Assemblée pour que l'argent ne tombe pas directement dans les mains des députés. Hein? Donc, c'était déjà une manière. Mais maintenant, aujourd'hui, on a augmenté la cagnotte, hein? Et on le fait de façon ostentatoire. Et puis, il n'y a même pas un régime financier pour gérer cet argent. On vient à la télé, on remet un chèque à quelqu'un, et puis il s'en va. Comme si c'est un cadeau. C'est sur la base de dispositions légales. Oui, lesquelles les dispositions légales? C'est ça que je vous dis. Consacré dans la loi. L'argent public, tout le monde sait comment on gère l'argent de l'État au Bénin. On est en finance publique. Dans quel cadre je vous avais dit, il y avait des subventions. Mais si, quand on parle de financement, c'est l'État qui prend possession de la gestion du parti. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. Il a dit tantôt que c'est un bien public. Hein? Ce n'est pas pour un individu. Mais tel que c'est fait aujourd'hui, c'est comme si c'est un individu qui vient, qui prend le chèque, et après, on n'entend plus rien. D'abord, avant le financement public... Ils seront audités, la gestion sera auditée. Moi, j'en sais rien. La finance, pour donner de l'argent à une structure, on doit au moins connaître son budget. Et il doit y avoir un mode de calcul. Justement, en fonction des sièges obtenus. Oui, c'est ça qui se fait. Parce que j'observe que UP et BR se partagent pratiquement à part égale. Ils ont les mêmes nombres de sièges, les mêmes nombres de... Enfin, je ne sais pas. Moi, les montants sont différents. L'UP, je ne parle pas de UP, le renouveau. Parce que ça, c'est un autre débat. Oui. C'est l'UP qui, à mon entendement, était
déclaré éligible donc au bénéfice de ce financement-là. Et l'UP ayant un peu plus d'élus que le BR, on avait un peu plus que le BR légèrement. Sûr de ce que vous dites. Tout à fait. Tout à fait. Et après, je vous en prie, quand on vous dit qu'un ministère, et quand il prend son argent, on sait à peu près qui va chercher l'argent, comment les dépenses vont être exécutées. Si c'est financement public, c'est que les prestataires, il y aura des prestations qui sont payées au trésor public. Même s'il y a des agents qui sont là, c'est le trésor public qui leur fait les virements. Ce n'est pas quelqu'un qui vient prendre un chèque, qui va à la banque, il met l'argent dans un sac et puis il va gérer. Ce n'est pas de l'argent de l'État. Non, l'État aussi, M. Choubadé, je ne vous coupe pas, mais l'État aussi, dans le financement public des partis politiques, je ne pense pas que ce serait bien que ce soit géré comme si des prestataires qui viennent faire et puis ils vont prendre l'argent. Il faut qu'on donne l'argent aux partis politiques qui s'organisent, qui devraient retrouver une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir de l'État. Ils sont appelés à gérer et rendre compte. Je vous donne un exemple très simple. En France, si le PS obtient un financement public, c'est que son budget est intégré au budget général de l'État. Bon, on va y arriver peut-être. Et la dépense est exécutée comme une dépense publique. C'est notre argent. Je crois qu'on aura le temps. Non, ce qu'il explique, c'est pour vous dire que innovation à laquelle on peut arriver. C'est une innovation, c'est une humeur. On décide de donner l'argent au parti, on s'arrange pour que ce soit les PPP qui soient dans les conditions qu'il faut, et on leur donne de l'argent de façon discrétionnaire. Enfin, si ça vous paraît normal, pas de souci. En tout cas, moi je souhaite que beaucoup plus de partis politiques en bénéficient. Et vous comprenez que je serais très heureux si l'UDBN en bénéficiait. Et que d'autres partis politiques qui se battent sur l'échiquier politique puissent en bénéficier. Concernant le retrait de l'UDBN du bloc républicain. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Parce que les partis n'adhèrent pas à des partis au Bénin. L'adhésion se fait de façon individuelle. Vous parlez du PRD, s'il n'y a pas un mécanisme pour faire... Le PRD s'est dissolu. Oui, pour constater que le PRD n'existe plus au niveau du ministère de l'Intérieur, il y aura peut-être des Kidans qui vont se lever pour se réclamer de ce parti-là un jour. Et puis, avant même la réforme du CR partisan, on avait demandé au ministère de l'Intérieur, l'ancienne charte demandait au ministère de l'Intérieur d'actualiser la liste des partis politiques chaque année et d'élaguer ceux qui ont raté 2 élections, par exemple, ou un certain nombre de critères. Donc, ceux qui disent qu'il y avait trop de partis politiques ne savaient pas de quoi il s'agissait. Si le ministère de l'Intérieur... c'est que le ministère de l'Intérieur ne jouait pas son rôle. Si le ministère de l'Intérieur ne faisait pas l'actualisation des partis politiques de façon régulière, ce n'est pas la faute. Il y a des partis dont les promoteurs n'existent même plus. Enfin, sont passés à autre chose depuis longtemps. Mais vous retrouvez leur nom dans la liste des partis politiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Et puis, je dis toujours, beaucoup de partis politiques gênaient qui? Je peux décider, vous et moi, de créer un parti politique. Nous gênons qui? Même si nous n'avons pas d'audience, même si nous n'avons pas de... Mais la loi dit, si vous n'arrivez pas à aller au moins à 2 élections, 2 grandes élections, vous disparaissez de la liste. La loi prévoit cela avant l'arrivée de la rupture. On n'a pas besoin de demander à tout le monde d'aller dans un PPP avant de assez de taquinerie. Ou avant de prendre l'argent de l'État. Merci à vous. Bien, ils sont arrivés, ils font ce qu'ils font avec la grande pagaille que vous avez aujourd'hui. Et donc, c'est très taquin. Merci. Et qui nous coûte tout ça recule là sur plusieurs domaines. Julien, qui tient un commentaire sur ce sujet avant qu'on passe au suivant? Non, mais sur le cas de l'UDBN et du BR, je peux vous dire, le débat sur, en l'absence d'alliance politique, ce qui est faisable, quand un parti en bloc va ou veut se mettre ensemble avec un autre parti et que les deux décident d'utiliser le nom d'un des partis comme véhicule, quelle passerelle on peut trouver? Chacun a essayé de trouver ce qui peut le mettre à l'abri d'une certaine... pour ne pas être taxé d'être en train de violer la loi, en l'absence de la possibilité d'alliance. Mais après, on peut faire le débat là-dessus, tant au plan juridique qu'au niveau socio-politique. Maintenant, si on réussit à démontrer que ce n'était pas possible de faire ça, pour ce que je sais de l'UDBN et du BR, par exemple, c'est que la possibilité de fusion a été mise sur la table. Le
bloc républicain a dit non, il n'en sera pas question, le test ne prévoit pas. Ensuite, le porte-parole du bloc républicain, l'honorable Yavedou, l'a d'ailleurs dit tout récemment, que eux, leur ambition, c'était d'avaler UDBN. Maintenant, UDBN, c'est pas une personne, c'est pas un individu, c'est un groupe, c'est des responsables, c'est des militants un peu partout. Mais quand tous ceux-là décident d'être ensemble pour vous dire, bon, ok, si on doit être ensemble avec vous et à l'intérieur pour qu'on parle de BR toujours et que nous devenions donc militants BR, devenir militant BR, c'est un processus. Ça sous-entend que les intérêts de ces militants à l'origine UDBN aussi sont satisfaits, ils sont intégrés tout au moins dans les structures BR. Et ça a été formellement écrit dans les accords. Mais quand ce n'est pas respecté après, les gens relancent pendant 10 mois, ils n'ont rien. Et qui sont méprisés. Et quand sur 100%... Donc vous avez noté du mépris. Oui, quand vous observez, et puis moi j'ai trop parlé de cette affaire et je dis souvent, quand je finis, je dis souvent, du premier responsable du bloc républicain jusqu'au dernier militant qui en savait quelque chose, je dis, non qu'à venir me dire que ce que je dis là est faux. Et si vous avez sur 100%, vous avez 5% de personnes qui peuvent estimer qu'ils ont été constitués. Et quand ceux-là, attendez, quand après ils décident de se retirer, et surtout ils se retirent de façon élégante, donc en disant on fait suspension. Suspension, c'est exactement comme dans un mariage, quand vous ne vous sentez pas dans la loi, vous dit vous faites séparation de corps si vous vous sentez en danger. Ça veut dire qu'on a la possibilité de vous appeler, vous discuter. Mais quand l'autre à qui vous adressez l'aide de suspension vous dit, bon, écoutez, vous ne valez rien, après avoir dit que vous valez beaucoup de choses et beaucoup de choses pour lui, quand il dit que non, d'ailleurs, vous n'existez plus. Donc, vous ne pouvez rien. Bon, quand après, vous prouvez que vous existez, hein, je dis, les gens ont cherché... Aujourd'hui, vous existez pour aller à l'UP Le Renouveau? Non, pourquoi? L'UDBN a déclaré ouvertement par la voie la plus autorisée qu'il va aux élections législatives. Donc, pour moi, les histoires de aller à tel... Non, écoutez, laissez tomber. Laissez tomber après de 10%. Il y a des gens qui obtiennent 10% là, non. Et c'est un jour, on a dit que 10% là, c'est ça qui est la barre qu'il faut respecter pour que on peut se traiter, aider les partis à devenir encore plus grands. Si l'UDBN va aux élections et obtient les 10%, vous allez dire quoi? Vous allez encore commenter pour dire que c'est extraordinaire, on ne les attendait pas là. Quand vous allez voir les BR descendre à moins de 10%, vous allez dire vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Quand vous allez voir UP Le Renouveau, qui est plus que Baobab dans la tête des gens maintenant. Et maintenant, observez comment le fait d'être ensemble tout le temps, et ceux qui pensaient que c'était ça, l'essence même de la réforme du système partisan, comment se fait-il que le numéro 1 de l'UP Le Renouveau, là, il vient dire publiquement que ce n'est pas les adhésions, les fusions, ce n'est pas ça qui fait le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient la manière dont les gens partent là-bas. Pour certains, ça devient un peu comme un jeu. Et lui-même sait que donc il faut travailler dur sur le terrain. Merci. Ça veut dire qu'un parti que vous croyez petit aujourd'hui, qui travaille très bien sur le terrain, qui est en contact du peuple, qui lui explique son offre, et que le peuple décide d'adopter, même tous les leaders que vous voyez, je vois un leader se lever, il dit je suis et on dit on a capté un gros poisson, on a fait ci. Merci. À la fin, il n'a qu'une seule voix. Merci à vous. On vous aura compris. Donc, voilà. Donc c'est le peuple qui va vous avez envie de placer un mot? Non, c'est quand vous parlez de 10%. Moi, j'ai un problème par rapport à cette terminologie. Et depuis 2019, tout le monde sait comment s'organisent les élections. C'est un camp qui organise son élection et décide de donner à ceux qu'il veut les résultats qu'il veut. Vous connaissez ça? On fait une élection où il n'y avait pas 5% de participants. Et on cherche 10%, s'il vous plaît. Vous n'allez pas parler. La Sénat donnait le pourcentage. Oui, ils se sont arrangés pour arriver jusqu'à une vingtaine. Alors, Haïm Choubadé, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas continuer. 7%. Non, l'UDBN. Je sais très bien, l'UDBN. Je ne sais pas si vous participez à l'organisation des élections. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des représentants au COS ou au Sénat ou au Parlement ou veiller sur le processus. Vous participez à une élection et on ne nous a pas associé à l'organisation. À la fin, vous vous contentez de ce qu'on vous donne comme résultat.
Alors, Et donc, à la fin, ça va être... on va décider que tel pourcentage, et il va s'en contenter. alors, S'il vous plaît, vous avez assisté aux élections, vous avez vu les élections, vous avez vu les images défiler, vous avez vu des responsables locaux, là, au niveau local, qui demandaient qu'on les filme en train de ponçonner des bulletins de vote. Ça a été filmé parce qu'ils veulent qu'on reconnaisse qu'ils ont participé aussi à bourrer les urnes. Et c'est un honneur pour eux. Et on a fait défiler ça, on a fait partager ça. Il n'y a même pas eu un début du procès pour qu'on dise que cela est resté impuni. Et ce sont ces résultats-là, ce sont ces élections-là qu'on vient nous dérouler après pour dire que tel a 10%, tel a 20 et quelques %. Et aujourd'hui, vous avez vu le Parlement, comment il est. Ou même qu'il y a des débats, la radio est brouillée. On n'arrive même pas sur les débats aujourd'hui. Ça aussi, vous savez. Dans ces conditions, vous ne venez pas nous parler des résultats des élections. Ils vont aux élections, moi je leur souhaite beaucoup de courage. Ils viennent de se plaindre que, enfin, pas se plaindre, là souhaiter que aussi ils reçoivent un peu d'argent. Mais depuis 2 ans, les autres en reçoivent chaque semestre. Et ils vont sur le terrain faire le combat avec peut-être leurs propres moyens pendant que les autres prennent leurs impôts pour les combattre avec. Il y a quoi? Il y a quelle équité dans ce jeu-là? pour vous, il n'y a pas d'équité. Voilà, donc Merci. après, ne nous parlez pas de 10%. C'est une fiction juridique qu'on a mis là. Mais est-ce que pour Julien régler les Philippe comptes. estime aussi que les taux de participation sont truqués? Non, les taux de participation, pour dire que le taux de participation est truqué, il faut que j'ai été dans la machine qui calcule ça. Ah non. Non, attendez. Il suffit que la Cour constitutionnelle donne les résultats que vous Attendez. applaudissez. Normalement. Si le taux de participation se calcule à 2 niveaux, universellement reconnus. Vous avez les instances chargées d'organiser les élections et habilitées à les déclarer, qui reçoivent donc les chiffres, et quand ils essaient de colléger les chiffres, ils calculent, il y a la manière dont on calcule le taux de participation. Maintenant, il y a des organes indépendants, des instituts, des agences, des cabinets au plan national ou international qui ont les outils et qui obtiennent l'accréditation pour pouvoir le faire. Mais dans nos pays africains, comme le Bénin, ce n'est pas encore suffisamment développé la partie indépendante qui devrait donner plus de garanties. Les organisations de la société civile ont tenté de le faire en créant des consortiats qui devraient, avec des outils techniques de façon indépendante, avoir un regard sur tout ça. Parce que la participation citoyenne est le premier facteur, selon moi, de légitimité d'un pouvoir politique. C'est-à-dire que si on organise des élections communales et municipales, par exemple, donc on va élire le maire, on va élire ses adjoints, qui vont être des chefs d'arrondissement. Donc ils sont proches du bas peuple. Si on ne calcule pas ça pour savoir sur 100 citoyens en âge de voter, si on n'a pas un certain nombre, un pourcentage qualifié de personnes qui y ont participé, ça veut dire qu'il y a une fracture entre ceux qui ambitionnent d'être élus pour diriger cette population et la population elle-même. Ça veut dire qu'il faut interroger, il faut commettre des sociologues, des gens qui sont dans le développement communautaire pour vous dire pourquoi le peuple ne s'intéresse pas à la chose électorale, alors qu'une élection est un moment de sanction positive ou négative que le peuple doit exercer. Parce que nous sommes dans une démocratie de représentation. De participation. Oui, je suis en train de dire la même chose. Nous sommes dans une démocratie de représentation. Même si on est allé à 109 députés aujourd'hui, il n'y a pas 109 Béninois qui ont besoin qu'on vote des lois pour eux. Donc cela donne mandat à ces députés. Il faut donc que ces députés-là, le grand nombre de Béninois en âge de voter, aient pu voter pour eux. Donc c'est très important. Mais lorsque les organisations de la société civile, les instituts, les universitaires, dont je trouve qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont allés se mélanger la conscience intellectuelle, scientifique
dans le milieu politique. Parce que quand moi je vois les universitaires, dans d'autres pays, lorsque les acteurs politiques sont en train de se manger le nez sur certaines questions, chacun prêchant pour sa paroisse et tout, vous avez des universitaires, si c'est sur une question technique, ceux-là, quand ils sortent, ils tranchent la question. Mais dès que, et en Afrique, vous observez, c'est de plus en plus les universitaires qui prennent des positions parfois, qui vous amènent à vous demander, mais est-ce que c'est pas eux qui vous ont enseigné telle chose en droit? Donc pour moi, je ne peux pas dire que les pourcentages, les taux de participation sont truqués. Merci. Déjà mais je peux constater que les taux de participation pour les dernières élections qu'on a eues, d'accord, sous la rupture, ces taux de participation ne sont pas trop élevés. Parce que même quand on est à moins de 30% de taux de participation pour une élection, et ça, le chef de l'État béninois ne s'est pas empêché de le reconnaître. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour que les populations comprennent ces réformes politiques et institutionnelles. Il faut les amener à adhérer à ces réformes-là. Il faut qu'on fasse le bilan, le point d'étape de ces réformes-là régulièrement. Et c'est ce que je n'observe pas que les partis politiques, les organisations de la société civile, les institutions qui s'occupent des questions politiques, ce que j'observe qu'ils ne sont pas en train de faire suffisamment. Parce qu'on parle de la réforme, mais on ne s'arrête pas pour dire après tel nombre d'années là, sur tel pan, et on écoute seulement les acteurs politiques. Vous en avez qui disent, oui, les réformes là, telles que c'est fait, il n'y a rien à redire là-dessus. D'autres qui disent, rien ne marche dedans. Non, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses à améliorer. Merci à vous, Julien Kitty. Je crois qu'il nous reste encore une dizaine de minutes. Nous avons encore pratiquement 3 sujets sur lesquels on n'a pu rien dire. On va peut-être faire un petit commentaire dessus, quitte à ce que peut-être le week-end prochain, on va peut-être y revenir si l'actualité converge également dans ce sens-là. Nous avons constaté qu'à l'issue de la session extraordinaire qui s'est déroulée le mardi 4 octobre dernier, les députés de la 8e législature ont voté à l'unanimité la loi 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale, ce qui donne ainsi au chef de l'État le quitus de suspendre des peines de prison déjà prononcées au Bénin. Arim Choubalé. Enfin, j'avoue que je n'ai rien compris. Hein. Qu'on donne le chef de l'État de suspendre des peines. Enfin, on aurait pu aller plus loin et suspendre les tribunaux pour lui permettre directement d'apprécier les infractions. Parce qu'à quoi bon dépenser l'argent En fait, les juges rendent la justice au nom du peuple, même s'ils n'ont pas été élus. Hein, maintenant, on dit ils vont finir tout ça, faire un procès. Et le chef d'État dit bon, écoutez, c'est bon, c'est bien beau, tout ce que vous avez dit, mais moi je suspends. Ah, pourquoi on va faire le procès en ce moment-là? Est-ce que ce n'est pas dû pour des raisons politiques, pour ceux qui ont été oui, on a inventé pour les délits à caractère politique? On a inventé le droit du criminel. Hein? Ça dit qu'aujourd'hui, le gouvernement milite pour qu'il y ait plus d'assouplissement pour les criminels. On ne parle même pas de la victime ou des victimes. Ça dit que dans un crime, pour qu'on puisse condamner quelqu'un, ça veut dire qu'il a son acte a causé des torts à d'autres citoyens. Mais on ne parle pas de ces citoyens-là, on ne sait même pas dire bon, on va trouver une loi pour soulager un peu plus leur peine, ou je ne sais même pas comment. Mais on s'occupe du criminel. On dit non, pour des raisons que seul le chef de l'État peut apprécier. Il peut ne pas faire sa peine. Et vous parlez de suspension. Quand on a fait la déclinaison, ça peut aller jusqu'à l'annulation. C'est-à-dire, puisque c'est une question de délai. Il a dit au-delà d'un délai, bon, on peut considérer que... et c'est à la demande du criminel. Il faut appeler les choses par leur nom. Le criminel dit, écoutez, moi, on m'a condamné, monsieur le président, et je ne souhaite pas exécuter la peine. Et je sollicite votre pouvoir de suspension. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut enseigner aujourd'hui dans les facultés de droit, où la peine qu'on a prononcée, même une peine définitive, peut ne pas être exécutée. On va même parler de la grâce. Pour la grâce, on connaît le mécanisme. Et la grâce, ce n'est pas une initiative du chef de l'État. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui étudie les dossiers, qui fait des avis motivés. Et le chef d'État, dans la panoplie de gens qui pourraient bénéficier de ça, dit oui, prenez ces gens-là, ne prenez pas ceci, etc. Mais ce n'est pas lui directement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature a été dépouillé, enfin, édulcoré, où on retrouve dans ce conseil-là plus de politiciens que de magistrats. Hein? C'est vrai qu'ils auraient pu passer au moins par ce mécanisme-là qui est favorable à eux, pour qu'on puisse dire bon, qu'il y a un semblant de respect
de la séparation des pouvoirs. Mais non, le chef d'État est devenu... avant, on dirait que, bon, quand on disait premier magistrat, on le disait, bon, pas, je sais pas élégance ou pas fiction juridique, comme on en voit un peu partout. Mais aujourd'hui, au Bénin, on a matérialisé ça dans la loi. Il est le patron des magistrats. Vous avez beau... c'est vrai c'est vrai que ce n'est pas toutes les peines, hein, mais c'est beaucoup plus les peines les plus dures, hein, je crois les peines de réclusion criminelle. Hein, c'est peut-être 10 ça ans, seul, 20 ans. c'est peut-être ça ce qui échappe à cette décision de suspension, sinon toutes les autres peines. Mais moi, je trouve que c'est d'abord un pied de nez à l'endroit des victimes. On n'a même pas considéré dans cette loi. Et on a fait du chef de l'État, il n'est même plus le premier magistrat, il est le super magistrat. Hein, parce que le premier suppose qu'il y a d'autres qui existent. Quand on dit que vous avez beau faire votre... je me souviens que sous Yahi Boni, il avait été question de suspendre les décisions de justice relatives au domaine ou quelque chose comme ça, que la Cour constitutionnelle a cassé. Et parce qu'on a estimé que si les tribunaux tranchent un litige, il ne faudrait pas quand même que quelqu'un d'autre vienne s'immiscer dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Et on a été à l'Assemblée nationale voter cette loi-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je ne sais même pas qui a été à l'origine, qui sont ceux qui ont demandé cette loi. Est-ce que ce sont les criminels qui sont entendus pour dire demandons au chef de l'État de rendre nos peines moins exigeantes, ou je ne sais pas. Moi, je veux comprendre. Je ne me retrouve pas. Je ne sais pas quel est le mécanisme juridique qui a été mis en branle à ce niveau-là. Bon, peut-être que nos amis qui ont participé, il a dit que le chef d'État les consulté, peut-être qu'il n'en tient pas compte. Je dis des choses, hein, peut-être qu'il va me dire dans quelle mesure ils ont participé à la défense des criminels en lieu et place des victimes. Alors, Julien Kidi, je rappelle que cette loi vise à conférer au président de la République le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une peine lorsque celle-ci est justifiée par des raisons sociales et humanitaires. Alors, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et je précise, et ça c'est pour la gouverne de M. Choubadé, c'est pas une affaire des partis politiques. C'est pas... Donc, ce n'est pas... Le chef de l'État ne va pas consulter les partis politiques sur ça. Il se consulte lui-même. Non, attendez. En tant que chef d'État et avec son gouvernement, on a deux possibilités d'introduction de projets ou de propositions de loi à l'Assemblée nationale dans notre arsenal juridique. Vous connaissez ça mieux que moi, étant spécialiste des questions juridiques par ailleurs. Donc, si l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, quoi que vous en disiez aujourd'hui, écoutez, c'est notre Assemblée nationale. Si elle se réunit et vote à l'unanimité, comme d'habitude, et elle vote de à type l'unanimité. nord-coréen. Non, mais j'ai vu, il y a eu des lois qui ont été votées dans ce pays où il y a eu des gens, jusqu'au président de l'Assemblée nationale lui-même, qui était contre des projets de loi. Les IVG. Bon, et après, il a été convaincu par les arguments de la pertinence. Convaincu et vaincu. C'est vous qui ajoutez ça. C'est vous qui ajoutez ça. Alors, oui, sur cette question, j'ai estimé que les députés béninois, qui ne sont pas des enfants, ils se sont réunis, ils ont estimé que c'est bon de le faire. Et lorsque un chef d'État, déjà par la procédure de la grâce présidentielle et d'autres prérogatives qui sont données au chef de l'État, il y a toujours ce souci-là à titre humanitaire et social, donc d'aider des gens à être ailleurs que d'être dans les liens de la détention. Parce qu'il y a des gens... Que veut la justice? Quand on rend une décision, lorsque quelqu'un est privé de sa liberté, l'objectif, ce n'est pas qu'il disparaisse, ce n'est pas qu'il meure, ce n'est pas qu'il cause plus de dégâts, de tort aux gens, à la société en étant là-bas. Mais on va pour l'éduquer. On va pour qu'il soit transformé pour revenir dans la société, être quelqu'un de différent que ce qu'il était avant en conflit avec la loi. On le fait aussi, la justice rend une décision aussi pour dissuader, pour que d'autres qui veulent commettre des infractions du genre ne puissent pas le faire parce qu'il faut qu'ils sachent que s'ils le font, ils vont être jugés et condamnés. Et donc, mais il y a des situations qui font que
le chef, c'est comme ça, moi je comprends. Il y a des gens parfois qui meurent en prison alors que tout montre qu'ils ne devraient pas mourir. Il y a parfois le chef de l'État, certainement, qui a envie les gens vont beaucoup dans notre pratique. Beaucoup interpellent le chef de l'État pour dire oui, il a les clés en main, il peut faire beaucoup de choses. Alors, si c'est à titre humanitaire et social que ça doit se faire, c'est encore le législateur qui va donner ces moyens-là au chef de l'État. Alors, on a souvent dit que les lois, le problème que les nations ont, ce n'est pas la nature des lois, c'est la nature de ceux qui sont chargés de les appliquer. D'accord? D'autres ont dit aussi que nous avons déjà suffisamment de lois. C'est que nous ne les appliquons pas comme cela se doit. Si les juges font bien leur boulot, tous les tribunaux et même les instances judiciaires spéciales font correctement leur travail. Et chacun a la conscience professionnelle du travail. Celui qui est condamné même à une peine donnée, lui-même il devrait se dire oui, bon ça. Parfois vous finissez un procès, quelqu'un est condamné. C'est déjà arrivé, je ne sais pas si c'est arrivé dans un autre pays. Moi je suis un passionné des audiences, et quand j'écoute, je suis ces éléments-là. Il y a des moments où parfois on condamne quelqu'un et remercie le tribunal. Parce qu'il a vu que le droit a été dit et après, il a la possibilité de demander allègement de peine. Alors, donc, ce qui se passe aujourd'hui, tout dépend de l'usage que le chef de l'État fait des moyens qu'on lui donne. Le chef de l'État, on lui a donné les moyens pour exercer à titre humanitaire et social. Il exerce, certainement le chef de l'État va apprécier aussi la nature des infractions qui ont conduit à la condamnation de quelqu'un qui est en train de purger une peine. Je ne suis pas d'accord avec mon vis-à-vis Arimi Choubadé qui a choisi de l'exagération pour pouvoir montrer que c'est le tapis rouge pour les criminels. Le chef de l'État, est-ce qu'il n'y a que des criminels, donc des gens qui ont commis des crimes, soit qui ont éliminé des gens crapuleux ou bien des crimes économiques? Le chef de l'État il saura que, par exemple, s'il y a des gens, il y a quelqu'un qui se retrouve derrière les barreaux et que tout le Bénin est choqué par le comportement, l'acte posé par la personne, et que la vie de la personne même n'est pas directement en danger, encore que là, il y a possibilité de le soigner sous sécurité, mais le chef de l'État ne va pas demander accepter, même si on fait la demande, qu'on suspende la peine de celui-là, parce que aussi bien l'action de la justice que lui-même, son action chef de l'État, ce n'est pas pour créer plus de troubles dans la société qu'il ne veut en régler. Alors, donc, certainement, les cas seront étudiés et le gouvernement va communiquer certainement autour de ces cas-là. Parce que quand on va sortir ces gens-là, vous et moi, nous allons en être informés. On saura que c'est la procédure qui a permis à tel de sortir. Dès que cette loi a été votée, il y a eu une myriade de commentaires sur la toile. Est-ce que vous voyez une lueur d'espoir pour Ricky Amadougou, Joël Aïvor et pourquoi pas Sébastien Germain-Jamon? Non, écoutez, je ne sais pas si ceux qui les ont condamnés sont déjà dans le regret de les voir en prison. Je suis désolé, mon ami parle de publication qu'on a réagi. Quand on condamne quelqu'un au tribunal, ça ne se fait pas à la télé. Je ne sais pas, tous les jours que Dieu fait au pénal, le juge prend des décisions, des sanctions, dont nous ne sommes pas au courant. Mais en fait, il y a des dossiers, qui choquent. Je vous en prie. Oui, c'est parce que vous dites que le chef d'État... Je ne sais pas si vous avez mis dans la loi, quelque part, dossier qui choque. Non. Parce que c'est la discrétion du chef d'État. C'est lui qui sait si ça choque ou pas. Pourquoi vous le dites s'il a mis dans la loi? Non, c'est lui qui parle. Pour dire que ça se justifie par des dossiers qui choquent. Non. Vous voulez savoir quelle est la linéaire de la loi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, mon problème, c'est qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants dans les facultés de droit? Oui, l'enseignement dans la faculté de droit, vous dites simplement que en quel instant, il y a en ce moment précis. Le temps que vous êtes parti est presque à échéance. Alors, GLK, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez des espérances par rapport au dossier? Non, moi je vais répondre à cette question. Non, parce qu'on a dit dans la loi qu'il faut que le criminel en question demande. C'est la demande. Je crois que le président Joël Aïvor a même refusé de faire appel. S'il a refusé de faire appel, je le vois mal en train de demander au chef de l'État de venir suspendre sa peine.
Bon, les choses Si peuvent c'est- évoluer. Les choses peuvent évoluer. S'il en décide, vous ne serez Non, moi, je pas, vous parle vous n'aurez de- pas le pouvoir de, moi, je de- vous parle de de mettre un fait. veto. Je vous parle Oui. de fait. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous parle de fait. Il a refusé de faire appel. Ça veut dire qu'il sait très bien que, bon, c'était peine perdue. Il peut même faire la demande au chef d'État qui peut ne pas accéder à sa demande aussi. Hein, nous sommes sur un terrain. Bon, quand vous parlez de ceux-là qui ont été présentés comme de grands criminels, lui, c'est un blanchisseur d'argent. La dame est une terroriste. Je ne crois pas qu'on va me dire que ces peines-là ne choquent pas. Je suis reste d'avoir logique. Ce sont des peines qui choquent. Et donc, cela ne doit même pas espérer être élargi par cette disposition. Bon, enfin, mais comme nous sommes dans la logique de la ruse et de la rage, on peut transformer un fait choquant en un fait acceptable. GLK, est-ce qu'il y a des espérances pour Ricky Madougou, Joël Aïvor et Bon. peut-être Adiavon, Sébastien? Ben, je constate que ce que vous citez, et ça me conforte dans ma position que, vous voyez, et c'est vrai, il a dit, il y a des gens qui sont condamnés dans l'anonymat tous les jours que Dieu fait. D'accord? Et qui, en tant que citoyens, ont le même mérite, qui méritent justice, clémence, action S'il vous plaît, humanitaire. avant qu'il ne finisse, Ouais. parce que tout à l'heure, il a écouté de long à large, nulle part il n'a parlé des victimes. Moi, je voulais juste l'entendre par rapport aux victimes de ces messieurs-là, ces criminels-là, qu'on veut... Moi, j'ai parlé des victimes. J'ai pas entendu. Non, je peux vous le dire. Pas Je entendu. peux vous démontrer pourquoi j'ai parlé des victimes. Et je vous remercie d'avoir de le rappeler. De l'avoir Parce que rappelé. pour ceux qui suis vraiment féru, grand consommateur des questions de droit et du fonctionnement de la justice, je trouve que la catégorie de personnes qui doit être prioritairement qui doit attirer notre attention, c'est les victimes. C'est justement par rapport aux victimes que Qu'il faut les j'étais en train sortir. de parler Il faut les sortir de prison. dossiers, non, de dossiers qui choquent et vous avez pris ça comme un concept à conseiller au chef de l'État. Non. Par exemple, qu'est-ce qui peut choquer la société ou qu'est-ce qui peut amener à ce que la société se soulève pour dire ah non, c'est moralement pas correct qu'on accepte la demande de suspension de peine de telle personne. Si par exemple celui qui est condamné a posé un acte qui a créé tellement de victimes et que la douleur est vive pour un grand nombre de personnes, la société, c'est pourquoi vous citez ces noms-là de personnes. Il y a d'autres personnes qui ont commis des crimes dans ce pays. Et s'il n'y avait pas la justice, si on demandait à la population de juger, et que la population allait les livrer à la vindicte populaire. Parce qu'on estime que ces gens-là, dans le citoyen lambda estime qu'ils ne méritent que la mort. Alors, ces gens de personnes, si par exemple on dit, je ne pense pas que le chef de l'État, dans l'usage qu'il ferait de ces moyens juridiques qu'on lui donne là, irait dans ce sens. Il va aussi consulter les gens pour savoir l'effet que ce qu'il veut accepter là. Parce qu'il n'est pas La seul à loi ne fait réfléchir. pas obligation de consulter. Merci. Non, la loi ne fait pas Par obligation. contre, pour la grâce, Merci. la loi a Oui. demandé au Très Conseil bien. supérieur de la magistrature de faire des propositions. Maintenant, Oui. pour ceux dont vous citez les noms, Oui. ils ont été condamnés. Il se fait qu'ils sont des acteurs politiques majeurs. Donc, des détenus politiques. Non, je ne suis pas à même de tirer cette conclusion et ce que je dis ne renvoie pas d'office à cette... vous pouvez être acteur politique et ne pas être détenu politique. Parce que ça dépend de ce pourquoi on vous a condamné et c'est de l'interprétation qu'on en fait et de l'instance qui vous condamne. Alors, le chef de l'État, si ça lui plaît et qu'il estime que... Donc, pour son plaisir. Non, attends. Ça lui plaît. Allez-y. Et qu'il rapidement, estime Julien que Kitty, nous sommes pour tout ce que des gens lui disent officiellement, publiquement ou officieusement, c'est utile de faire profiter ce moyen-là à ces personnalités que vous venez de citer. Que personne dans ce pays, en tout cas pas moi, je ne suis heureux de voir privé de leur liberté Joël Aïvor, s'il est dans sa famille, avec sa femme, ses enfants, honnêtement, je n'ai pas de lien avec lui, il ne me fait rien de choses, mais c'est toujours mieux
Toujours Si mieux. Rekia Magdougou On vous a compris. recouvre sa liberté, c'est bien pour sa Non, famille. jamais. Non, attendez. On vous a compris. On a cité des gens qu'elle voulait tuer. On vous a Et pour compris. ces gens-là, qu'elles soient en liberté, ça Merci. veut dire, la D'accord. menace revient pour Merci. ces messieurs-là. Voilà. Merci Maintenant, à en vous, ce moment, Arimi en ce moment, Merci également à que même Julien si la loi Kiti. ne le prévoit pas, vous ne savez pas si des consultations seront faites pour savoir ce que tout ça peut créer dans la vie. On a dit, Merci. vous avez dit, s'il Merci. plaît, Nous toucher sommes- l'État. nous sommes à la fin Pour son de- plaisir, de- on de- va Ah voir. non, pas pour son C'est de ce plaisir. débat. On va pas Nous sommes à la consulter fin les de autres. ce Si débat. les autres aussi Merci ne à vous, demandent pas, chers débatteurs. Arimi Choubadé, très rapidement, très vite. Une cour spéciale des affaires foncières. Quelle sera sa contribution dans le système judiciaire? Non, enfin, écoutez, ces messieurs sont tellement habitués à la ruse et à la rage que derrière chaque loi, on voit un peu là, on veut en venir. Vous avez vu, Donc, non? pour vous, on a Vous avez besoin vu, vous avez vu que d'une pour le telle- cas précédent, ça vous a renvoyé forcément à Ivo et à Rekia. Vous verrez que dans Non, la- j'ai vous juste savez, une question. Au aujourd'hui, regard des non, 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 commentaires. aujourd'hui, on ne doit même plus avoir des problèmes fonciers chez nous si on a voulu évoluer vers l'immobilier. Ailleurs, les gens ne font plus de la spéculation sur la terre. Les gens font de la spéculation sur des bâtiments. Hein? Et nous sommes encore là à nous battre pour les terres. On fait même tribunal pour ça. Il y a un problème. On devait sortir de ça. On devait sortir du foncier pour aller vers l'immobilier. Mais on a l'impression que ça va perdurer. Et on a même trouvé qu'il faut créer une cour pour cette histoire-là. Ailleurs, la terre, surtout en milieu urbain, vous ne pouvez pas posséder la terre. Vous possédez ce qui est érigé sur la terre. Mais chez nous, on constate qu'on va demeurer dans cette posture-là pendant très longtemps, puisqu'il n'y a pas de politique de l'habitat. Chacun construit à côté de nous comme il veut, où il veut, apparemment. Et donc, pour continuer dans cette posture, on veut même autonomiser cette manière de faire pour qu'il y ait des cours. Enfin, moi, je trouve que c'est... Et vous verrez plus tard, là où la ruse et la rage veulent en venir en initiant cette loi. J'ai le cas très rapidement sur cette même question. Pour qu'on puisse conclure. Écoutez, j'observe simplement que ce soit dans la commune d'Abo-Mekalavi qui est passé championne dans ces questions-là, en tout cas pour les malversations foncières. Je ne parle pas de malversation, les conflits domaniaux. C'est plus élégant comme ça. Ensuite, que ce soit n'importe où dans le pays, les questions du terre, ça pose problème, c'est de notoriété publique, qu'il y a des contentieux comme ça qui sont portés devant les tribunaux, qu'il y a une cour spéciale pour s'en occuper. Sur le principe, j'estime que ça va être bien parce que ça veut dire que le gouvernement a bien étudié en se disant qu'il a du personnel à dégager pour cette cour spéciale. Ça veut dire que suffisamment de magistrats sont recrutés, formés avec les spécialités, dans les subtilités de ce domaine-là. Donc, on aura des magistrats spécialisés dans ce domaine. Quand est-ce que ça va arriver? Bon, je ne sais pas. Donc, si la création de cette cour spéciale peut être accompagnée de la présence de suffisamment de personnel et aussi des procédures, si le travail... On crée la cour spéciale. Absolument. Parce que si les conséquences positives, sur la liste des conséquences positives, il ne peut pas avoir disponibilité de beaucoup de magistrats spécialisés. Ensuite, célérité dans le traitement des dossiers. Alors, ça n'aurait pas joué son rôle. Je pense que sur le principe, c'est une bonne chose. Mais après, on verra dans l'opérationnel ce que ça va demander. C'est comme on a eu une cour, un tribunal pour s'occuper du commerce. Vous avez... Non, je ne parle pas de la criette, je vous en prie. Une cour, on est allé à la Cour des comptes. Ça, c'était déjà prévu dans la Constitution. Donc, autant de choses qu'on peut faire. Mais c'est des infrastructures, c'est des hommes et c'est des procédures. Et la célérité dans le traitement des dossiers est capitale parce que c'est là où ça renvoie aux intérêts des victimes. Et je suis en face de quelqu'un qui est grand défenseur des victimes. Merci à vous, Julien Kiti. Je suis heureux de le savoir. Merci également à Arimi Choubadé. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. C'est la fin de Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve demain dimanche pour l'invité. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur ESAE TV.